Diamant, chers amis, chers invités, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir, à l'instar des autres soirées webinaires organisées par le Cercle des Diamants. Et nous avons ce soir une invitée exceptionnelle que j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter avant de lui céder la parole. Eh bien, cette personne est une professeure de communication et de développement personnel à la faculté des sciences économiques et juridiques et sociales de Rabat Agdel. Elle est coach certifiée en PNL, en efficacité professionnelle et communicationnelle. Elle est praticienne de la communication non violente. Mais encore, elle est également conférencière, chroniqueuse radio, web, télévision. En fait, c'est une passionnée de l'humain. Une spécialiste, cela ne m'étonne pas, d'une spécialiste de la communication. Nous avons l'honneur et le plaisir de l'accueillir ce soir au sein du Cercle des Diamants pour la 96e session de conférence en ligne que nous avons initiée en mars 2020. Elle va nous présenter ce soir une thématique très intéressante qui porte le thème « Oser la transformation personnelle et professionnelle ». Et oui. Et si le secret du changement positif était dans le fait d'oser faire les choses différemment? En tout cas, je suis très interpellé par cette thématique et je le pense que vous l'êtes aussi, chers diamants, chers amis, chers invités. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement professeur Nabila Benouhoud. Merci beaucoup, Monsieur Belhaj. C'est gentil. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous et j'espère apporter un peu du mien, en fait, ma petite perception de la chose. J'aimerais bien la partager avec vous et je vous laisse bien évidemment le soin de la prendre comme quand vous voulez, d'en faire avec ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on puisse la partager ensemble. Alors, j'espère au moins que la connexion ne fasse pas défaut, parce que je vois qu'il y a un problème de connexion. On va faire avec, d'accord? Je suis déjà sur ma 4G, donc j'espère que ça ne va pas… Voilà, et donc, on va démarrer. Ce qu'on va faire, professeur, c'est qu'on va demander à nos chers diamants de déconnecter leur caméra pour améliorer la bande en ligne et je vais en faire de même moi aussi. Voilà. D'accord. Alors, ok, alors, Monsieur Belhaj, par contre, je ne peux pas partager mon écran. D'accord. Donc, si vous pouvez me donner la main. Bien sûr, je vais vous donner tout de suite. Voilà, c'est fait. Ok, merci. Avec plaisir. Bien. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, affirmatif. Très bien. Alors, je vais juste… voilà. Pourquoi j'ai parlé de oser la transformation? Parce que pour moi, dans la vie, toute chose commence par le fait d'oser. Et oser, c'est déjà choisir. Quand on dit choisir, c'est-à-dire j'ai le pouvoir total et absolu sur moi-même. C'est que je ne suis pas machinalisée, guidée, poussée par les événements, mais quel qu'il soit l'événement, moi, je peux oser choisir. Et choisir, c'est décider, c'est faire des concessions, c'est renoncer, c'est arrêter, c'est stagner. L'essentiel que chaque chose doit commencer par ce mot choix. Pour cette raison, je parle beaucoup plus de oser. Oser, c'est-à-dire je choisis et j'ose choisir déjà pour que je puisse passer à autre chose. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand on dit transformation, on parle déjà de trans et formation.
transnationale, transcommunicationnelle. Donc, trans, c'est au-delà de la formation, parce que on peut ne pas arrêter de nous former dans la vie, mais il y a une grande différence entre nous former et au-delà d'une formation, c'est tout ce qui va avec. Ce n'est pas uniquement ce qui change qui est important. Le plus important, ce sont les apprentissages que nous allons faire sur le chemin de ce changement. Et ça, c'est très important parce que quand je dis j'ose la transformation, c'est que j'accepte complètement et totalement tout ce qui va avec. C'est toute une écologie de choses qui va changer pour que je puisse effectivement aller au-delà en fait, de mon but qui est peut-être très limité, mais les paramètres de ce but sont complètement intéressants. Quand je dis transformation, il y a bien sûr l'idée de changement. Mais quel changement? Je viendrai, en fait, on va en parler. C'est aussi une interrogation sur ma carte des réalités. C'est quoi ma carte de réalité? Ma carte de réalité, ça englobe mes croyances, ça englobe le monde dans lequel je vis, ça englobe la société, ça englobe la perception du bien et du mal, du possible, de l'impossible, du profond, du superflu, des métapositions, des équivalences complexes, un certain nombre de choses que je trouve dans ma carte de réalité. Pour faire beaucoup plus simple, chacun de nous a une carte de réalité. C'est comme la carte géographique. C'est par exemple la carte du Maroc, c'est la carte qu'on connaît tous, bien évidemment, mais ce n'est pas le Maroc parce que elle est juste une représentation de ce Maroc. Et de la même manière, donc, j'ai ma personne, tout ce qui va avec ma personne, et ma carte de réalité, c'est une représentation de ce que j'ai intégré tout au long de mon histoire pour que je puisse arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, cette carte de réalité, c'est elle qui va déterminer effectivement, est-ce que je suis prédisposée à m'inscrire dans une formation, dans une transformation, dans une expérience nouvelle, ou bien je fais partie de ceux qui ont envie uniquement de rester dans des environnements en fait, un environnement confortable, ou bien un environnement qui a une sorte de stagnation avec ses coutumes, ses rituels et tout le reste. L'essentiel, c'est que je ne bouge pas le petit doigt parce que tout va bien. Et bien évidemment, quand je parle de transformation, il faut absolument que j'interroge les croyances qui vont avec, parce que ce sont ces croyances-là qui vont me permettre effectivement d'avancer ou de développer énormément de choses. Ces croyances peuvent être limitantes comme elles peuvent être très, très motivantes. Et ce sont les croyances qui vont effectivement me pousser à avancer. Une fois que j'interrogerai tous ces éléments-là, je me poserai la question concernant l'écologie. Je veux opérer une transformation. Est-ce que mon écologie de vie, est-ce que mon environnement, est-ce que ce que je suis en train de, en fait, la vie dans laquelle je suis, ma maison, mon foyer, mes enfants, mon travail, mon budget, est-ce que tout ça, ça va avec pour me permettre d'opérer cette transformation? Parce que quand je dis oser la transformation, c'est aussi l'oser, mais pas l'oser de manière suicidaire. Il faut qu'on soit capable de faire une bonne lecture de n'importe quelle situation vécue avant de nous lancer dans n'importe quel projet. Alors, moi, je commencerai par partager avec vous deux croyances que je considère comme déterminantes pour que je puisse effectivement me lancer dans une transformation. La première, c'est une citation de Benjamin Franklin qui dit « Quand on a fini de changer, on a fini de vivre ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas estimer que je suis en train de vivre si j'arrête de changer. Et pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, j'existe certes, mais pour dire que je vis, c'est-à-dire je dois sentir constamment que je suis en train de mener une action, que je suis en train de faire quelque chose de différent, de nouveau. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais des petits changements.
fait que je vois, que je constate, que je pape, faites aussi. Ah, il y a un problème de connexion. Oui. C'est bon. Alors, alors, ce que je disais, c'est, voilà, donc on parlait de cette, j'étais à ma première, alors attendez, C'est juste pour que je m'assure que tout va bien. Bon, attendez. vrai qu'elle est très inspirante. Alors, je veux repartager l'écran autrement parce que ça ne marche pas. Bien, 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 bien. Alors, et Richard Bach dit une chose extraordinaire, ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle un papillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas continuer à vivre de la même manière constamment et dire que nous sommes vivants. Euh, en général, dans la littérature, on fait toujours rappeler, on fait parler de la mort de l'artiste, de la mort de l'œuvre, de la mort de. Mais en fin de compte, nous mourons à chaque fois dans la vie, tout au long de notre histoire. Marcel Proust, quand il a écrit en fait, du côté de chez Swann, il parlait justement de cette mort qu'on va mourir plusieurs fois avant la mort réelle en fait du corps. Et donc, ça veut dire quoi cette mort? Cette mort est salvatrice parce que si je ne vis pas une mort d'une facette de moi-même, d'une expérience de moi-même, d'une histoire de moi-même, je ne peux pas permettre de faire renaître la meilleure partie de nous-mêmes. Vous rappelez-vous, quand on a commencé à vivre cette histoire de confinement, chacun de nous a pu se redécouvrir autrement. On n'était pas les mêmes. Chacun de nous a revu son histoire de manière différente. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je vous invite à vivre ou bien à entamer ce processus de passage de la chrysalide au papillon. Rappelez-vous, l'histoire du papillon est magnifique. En fait, la chrysalide, c'est pas quelque chose de joli, c'est même peut-être moche, il y a de la laideur. Bon, chaque être vivant a sa beauté, mais quand elle va permettre de faire naître un papillon, ce papillon, c'est quelque chose de magnifique. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le papillon ne dépasse pas 3 jours de vie, mais dans ces 3 jours, il les vit pleinement parce qu'il est tellement attiré par la lumière et tellement attiré par tout ce qui brille, par tout ce qui est magnifique, ben, il vit à fond 3 jours extraordinaires. Et par la suite, tant pis, c'est la lumière le brûle. L'essentiel, c'est qu'il continue à faire quelque chose d'autre. Alors, pour qu'on puisse mieux comprendre, je partage avec vous en fait, cette histoire de grenouille. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, mais vous savez que, en fait, il était une fois une grenouille qu'on avait mis dans une marmite, dans de l'eau froide, et on a allumé le feu. Et donc, l'eau était froide, donc la grenouille était très très bien, mais à un moment donné, on a allumé le feu. Donc, l'eau a commencé à tiédir, petit à petit, l'eau a commencé à bouillir. Ce qui est intéressant, c'est que la grenouille n'a pas bougé parce qu'il était dans l'eau froide. L'eau est devenue tiède. Par la suite, l'eau est devenue bouillante et par la suite, la grenouille est morte. Donc, attention, notre quotidien, c'est effectivement l'histoire de la grenouille. Il faut vraiment se rappeler de ça pour se dire, attention, si je ne veux pas finir comme la grenouille, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe si je n'ose pas changer, si je n'ose pas la transformation, si je décide de rester comme je suis chaque jour, je fais la même chose, dodo, métro, boulot, et puis rien ne change dans ma vie, tout est en fait au millimètre près. Donc, et ce qui se passe dans notre quotidien, il y a de l'accoutumance. Et donc, ça nous rassure parce que tout simplement, ça nous empêche de réfléchir ou de faire quelque chose de nouveau. Il y a de la passivité parce que quand on fatigue, on se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, tout va bien. Je ne suis pas obligée de changer quoi que ce soit. Et il y a un environnement qui va commencer à se dégrader, comme la marmite où il y a la grenouille. Donc, cet environnement devient étouffant, hostile, insupportable, et donc ça peut même mettre notre vie en péril parce qu'on n'ose pas changer. Vous savez, c'est comme si on se dit, tiens, ben, je mange parce que j'adore manger. Très bien, mais je grossis. Maintenant, je veux m'adapter à mon corps et je l'accepte. Attention, parce que si j'accepte mon corps comme ça, je ne suis pas en train de dire que je vais me rejeter. Mais si j'accepte mon corps et je dis non, il est
il est là en tant que tel. Et je continue à manger, 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 manger. Je veux vraiment mettre ma propre vie en péril dans cette situation, parce que cette situation spécialement, c'est une situation qui est très dangereuse pour moi, parce qu'elle ne va pas me permettre en fait, de développer ça, parce que ma santé ne me permettra pas de porter un corps aussi nuisible à mon âme, alors que mon âme mérite de vivre dans un environnement meilleur. Et donc ça, c'est l'écologie de mon âme. C'est l'habitation, c'est là où habite mon âme et mes émotions et mes sentiments. Donc, je n'ai pas le droit non plus d'infliger à mon âme une telle souffrance. Donc, changer pour éviter le syndrome de la grenouille bouillie, ça veut dire c'est le passage d'un état à un autre état. Quand est-ce que je décide de passer d'un état à un autre état? Eh bien, la première des choses, c'est quand je vois que cet état n'a pas changé depuis très, très longtemps. Vous savez, c'est comme si vous avez toujours les mêmes meubles dans la maison de la même manière depuis toujours. Vous allez me dire, oui, mais ça me réconforte. Bien évidemment, c'est une zone de confort. Mais parce que aussi, il y a un type de personnes qu'on appelle les personnes qui sont beaucoup plus similitudes. Ils cherchent tout ce qui est similitude. Mais même dans la similitude, je peux opérer un petit changement. Je peux commencer par ce que je sais pour aller vers ce que je ne sais pas pour que je puisse évoluer. La modification d'un état de choses ou de mutation, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vous donne un exemple encore plus simple. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas vraiment trop le changement parce que ça le dérange. Ok, soit. Vous avez un téléphone, une marque X. Donc, cette marque, ça vous convient, très bien. Et donc, parce que ça vous convient, vous n'allez pas non plus acheter le même modèle 20 ans d'affilée. La mutation, le changement, la transformation peut commencer par j'achète le modèle, en fait, le nouveau modèle. À chaque fois, je vais acheter le nouveau modèle. Donc, j'ai le modèle 2017, je vais acheter le 2019, par la suite, je vais passer par le 2021. Et donc, je prends quelque chose que je connais déjà, mais avec des modifications. Et donc, pour les gens à qui ça fait peur, cette histoire, ne commencez jamais à brusquer votre vie de manière spectaculaire. On commence toujours petit à petit. Donc, on va faire en fait, on va partir de ce qu'on connaît pour qu'on puisse effectivement changer un petit quelque chose. Ça, en fait, le changement, c'est également un changement d'habitude. Quand on a une habitude qui s'installe et quand on a des choses qu'on voit tout le temps, à un moment donné, il faut se dire, tiens, mais pourquoi j'installe ça comme habitude et quel serait le danger de voir ça se répéter tout le temps? Je partage avec vous une chose. Moi, je suis quelqu'un qui adore le thé. Alors, je bois beaucoup de thé. Ce n'est pas un verre de thé, mais vraiment, c'est la théière. Un jour, je me disais, mais tu es en train de devenir addict. Et c'est devenu une très mauvaise habitude. C'est-à-dire, c'est devenu à des heures fixes de la journée, de manière déterminée, et tu prends ta théière toute seule. Eh bien, demain, tu vas arrêter de le faire parce qu'il faut changer ça. Non, tu ne vas pas le prendre le soir, tu vas le prendre à ce moment-là et tu vas diminuer. Pourquoi j'ai fait ça? Au fait, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie que je continue à faire la même chose tout le temps, parce que par la suite, ça devient une addiction. En fin de compte, parce que je me considère toujours maître de ma vie, j'ai pas envie de devenir l'esclave de quelque chose que j'ai inventé pour moi. Eh bien, les habitudes qu'on installe, ce sont des habitudes qu'on a installées un jour, c'était un choix, mais à un moment donné, ça devient nos propres maîtres. Et donc, quand ça devient notre maître, nous-mêmes, on devient des esclaves de ces habitudes. Et là, ça devient tellement dérangeant parce qu'on n'arrivera pas à nous en sortir. Ça va nous faire souffrir et ça va nous déranger et on ne pourra pas nous en sortir facilement. Donc, à chaque fois que vous constatez qu'il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose en fait qui devient répétitif de manière même qui dérange, on se dit stop. Non, peut-être je me pose des questions au moins pour comprendre le pourquoi du comment. Le changement, c'est également le bouleversement d'un ordre établi. On le remarque par exemple dans les entreprises, dans les postes étatiques et autres, qu'on ne laisse jamais un directeur dans un poste au-delà de 4 ans. Bon, dans les meilleurs des cas, vous avez 2 mandats, donc vous avez 8 ans, mais on change. Pourquoi le changement? Parce que le changement est salvateur. Parce que le changement est toujours porteur de quelque chose de nouveau. Parce que le changement, c'est une manière de faire ressortir ce qu'on a à un moment donné laissé de côté, parce qu'on oublie quelles sont nos ressources, comment peut-on arriver à ces ressources. Et donc, c'est pour cette raison, il faudrait qu'il y ait un bouleversement d'un ordre établi.
Le changement, c'est aussi la rupture d'un rythme. D'accord? Il y a un rythme effréné. Nous l'avons vécu par exemple avec le confinement. On avait des rythmes incroyables. Un jour, paf, tout est fermé. Alors ça, c'était la rupture totale et absolue. Et c'était vraiment même la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Tout a changé de manière spectaculaire. Donc, il y a un problème. Le désordre ou la perception de désordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement, c'est aussi un désordre. Ce n'est pas le désordre dans le sens, les choses ne sont pas ordonnées, mais tout simplement, c'est l'opposé d'un ordre déjà en fait, d'un ordre préétabli. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est différent de l'ordre qui existe à ce moment-là. Et donc là, on peut l'appeler un désordre par rapport à ce qu'on appelle nous comme ordre. D'ailleurs, quand vous êtes en train en fait, de parler ou de décrire une situation déterminée, quand vous dites cette personne est désordonnée, elle est désordonnée par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est par rapport à vous, par rapport à votre perception de l'ordre et non pas par rapport à elle-même. Parce que cette personne, même dans ce désordre que vous voyez, vous, désordre, elle a son propre ordre. Et bien tout simplement ici, le changement, c'est le fait de changer cet ordre que vous avez l'habitude d'avoir ou de travailler avec ou d'installer pour quelque chose qui est différent que vous pouvez probablement appeler désordre, peu importe l'appellation, l'essentiel c'est que vous allez voir ça de manière différente. Vous avez également un changement de perception. Le changement de perception, c'est comment voir les choses tout simplement. Comment voir les choses et comment les choses vont se présenter, comment les choses vont vous permettre en fait de sortir d'une situation déterminée à une autre situation. Et donc ce changement de perception, c'est aussi un changement qui va vous permettre d'avancer. Et bien évidemment, le changement, c'est la transformation. Donc, ça revient. Est-ce que la transformation, c'est le changement ou le changement, c'est la transformation? En tout cas, dans le changement, il y a le au-delà de la formation et donc oser la transformation, c'est admettre et accepter que je vais passer par des changements, plusieurs petits changements dans ma vie, dans ma personnalité, dans mon travail, pour que je puisse effectivement atteindre un objectif, une vision que je me suis fixée. Et vous avez bien évidemment ce qui n'est pas habituel, quelque chose qui sort de l'ordinaire de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Alors, comment fonctionne le cerveau humain pour comprendre tout ça? Il faut comprendre que les choses qui peuvent freiner la transformation et le changement, ce sont tout simplement nos émotions. Alors, comment fonctionne le cerveau humain? Le cerveau humain fonctionne comme suit. Il est fait de 3 parties. Alors, la première partie, nous avons le cerveau reptilien. C'est à ce niveau-là. Le cerveau reptilien, ça nous rappelle les reptiles. Donc, c'est un cerveau qui s'occupe de tout ce qui est survie. Il faut manger, il faut boire, il faut pouvoir dormir, c'est tout. Et donc, le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui peut attaquer pour survivre. Donc, ici, on ne parle même pas de l'émotion, on parle de la survie. Et on sait très bien que quand il s'agit de l'instinct de survie, l'être humain peut tout faire. C'est-à-dire, il peut ne pas devenir humain, il peut faire même un acte criminel parce qu'il pense à sa vie d'abord et non pas la vie des autres. Donc ça, c'est à l'image des reptiles. Et donc, on passe au limbique. Le limbique, c'est quoi? Le limbique, c'est le siège de l'émotion. C'est là où tout passe. C'est-à-dire, si notre limbique nous joue de mauvais tours, c'est là où je vais bloquer au niveau d'énormément de choses. Alors, le limbique reçoit l'émotion. Si l'émotion est tellement forte, le limbique aura beaucoup de mal à pouvoir lâcher l'information pour la faire passer au cortex. D'accord? Donc, c'est comme si l'information n'a pas de rapport avec la survie, elle a un rapport avec l'émotion, elle arrive à, alors, reptilien, limbique, cortex. Donc, cette partie du milieu qui est le limbique, qui est responsable de l'émotion, si elle bloque l'information, elle n'arrivera pas au cortex. Le cortex de lui, par contre, c'est la partie du cerveau qui va analyser, qui va gérer l'émotion, qui va se détacher de l'émotion pour pouvoir l'analyser. Un exemple tout simple. Par exemple, on reçoit une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui est mort. Donc, si je le prends, en fait, si le limbique le prend,
vous le remarquez hein, dans des situations de deuil ou dans des funérailles, vous l'observez, vous voyez des personnes qui ne parlent pas, ou bien qui crient, ou bien c'est de l'hystérie, et elles ont beaucoup de mal à pouvoir passer l'information au cortex. Et vous avez d'autres personnes qui vont vous dire, euh, c'est comme ça, tout le monde va mourir. C'est-à-dire là, il ne dit pas parce qu'il n'a pas d'émotion, parce qu'il n'est pas sensible. Non, non, parce que tout simplement, l'information, en fait, il arrive, il réussit parfaitement à gérer son émotion pour transmettre l'information au cortex. Dès que l'information va arriver au cortex, donc automatiquement, je vais effectivement pouvoir l'analyser de manière intéressante. D'accord? Donc, si on comprend comment fonctionne le cerveau, je vous donne un exemple très simple pour comprendre comment on réagit au changement. Je décide de suivre un régime. D'accord? Donc, je me réveille, je dis, bon, je commence mon régime lundi matin. Très bien. Donc, lundi matin, je me réveille, je fais mon premier repas. Donc, c'est déjà un changement. Alors là, je suis au niveau de mon cortex qui, voilà, parce que je comprends que c'est très bien, il faut tout organiser. Donc, petit déjeuner, tout va bien. Le déjeuner, tout va bien. Alors, l'après-midi, mon limbique commence à recevoir une information, un signal d'alarme. Attention, tu vas nous tuer, tu vas mourir de faim, tu vas pas nous donner ce qu'il faut. Il va avoir peur, il va me poser un problème sur le plan émotionnel. Et donc, il va bloquer complètement l'information à ce niveau-là. C'est-à-dire, au lieu que je continue à avancer dans mon programme, mon limbique va me dire que je suis en train de mettre en péril ma vie et donc, du coup, il va me bloquer. Donc, quand il me bloque, qu'est-ce que je fais? Je craque, je mange une mousse au chocolat. Vous voyez comment fonctionne le cerveau? C'est impressionnant. Et donc, c'est pour cette raison, des fois, quand même vous décidez de changer, vous devrez faire attention à cette émotion qui pèse lourd des fois et qui vous empêche de faire passer l'information à la partie qui est responsable de l'information réelle, qui est dépourvue de l'émotion qui va avec. J'espère que c'est clair. D'accord? Bien sûr, si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions par la suite. Alors, donc, le processus du changement, c'est comme en fait ce schéma que vous avez ici, que vous voyez. Donc, vous avez une situation initiale. Donc, à cette situation initiale, des fois, il y a beaucoup de résistance parce que, émotionnellement parlant, vous préférez aussi résister à tout ce qui va changer un ordre établi, de tout ce qui va vous déranger, de tout ce qui ne va pas vous permettre d'être vous-même. Par la suite, vous pouvez sentir que vous êtes dans un chaos, rien n'est clair, tout va mal, ça ne marche pas, mais comment je vais pouvoir faire les choses comme ça? Ce n'est pas évident. Et l'idée de la transformation, dès qu'on commence à la comprendre, dès qu'on commence à la voir via notre cortex, donc on va commencer à l'intégrer, on va lui donner le temps qu'il faut pour qu'elle puisse s'installer. J'espère que vous avez compris comment notre cerveau fonctionne et que si je vais oser la transformation, je dois absolument aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon rapport à mon émotion, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes peurs, au niveau de mes croyances, au niveau de tout ce qui peut m'empêcher effectivement d'avancer. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir effectivement intégrer cette idée et lui donner le temps de s'installer pour pouvoir faire son travail et me permettre aussi d'évoluer. Alors, nous avons bien sûr des réactions émotionnelles au changement. Ces réactions sont communes, on va les retrouver un peu partout. Par contre, ce qui change, c'est comment nous, on va les voir. Alors, la première des choses, c'est la dénégation. On va rejeter complètement ce changement et on va dire que toute personne qui dit, par exemple, qu'elle peut changer, elle ne peut pas le faire. Vous savez, on le remarque par exemple, au niveau du coaching ou du développement personnel, il y a des personnes qui vont vous dire, mais jamais, moi, je ne changerai jamais. Non, mais moi, je suis comme ça resterait comme ça. Donc, déjà, quand je vais nier la possibilité de faire un travail sur moi-même ou d'aboutir à un résultat, donc, bien sûr que je vais bloquer tous les processus qui vont avec parce que j'ai choisi de décider de ne pas oser le changement. Et donc, la dénégation, c'est une manière de bloquer. Donc, moi-même, je choisis mon propre blocage pour dire, bah, tiens, ça ne marche pas. Donc, la dénégation vient de nos peurs. On a peur d'affronter le nouveau. On a peur d'échouer. On a peur de ne pas être satisfait de cette image. On a peur de ne pas être suffisamment à la hauteur de ce qu'on attendait de nous. Et donc, c'est pour cette raison, il y a cette dénégation. Par la suite, il y a la résistance. Donc, je résiste tellement
Je n'ai pas vraiment envie d'avancer, donc je résiste. Je dis non, mais au fait, dans cette nouvelle situation, il y a des choses qui font mal. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va assister à un séminaire de développement personnel et à chaque fois, on lui présente une idée, on dit mais c'est du n'importe quoi. Non, mais c'est du blabla, ça ne va pas marcher. Cette résistance va l'empêcher de voir tout ce qui est positif, va l'empêcher de voir vraiment quels sont les éléments qui peuvent permettre de travailler sur soi. Et au contraire, qu'est-ce qu'il va faire lui? Elle va se focaliser sur les aspects négatifs de cette situation. Il ne va pas pouvoir effectivement les changer. Troisième élément, alors là, si je décide de réagir au changement, mais en décidant de l'explorer, on va dire, tiens, c'est une nouvelle situation, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, je suis dans cette situation, comment je pourrais explorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire avec? Là, quand je le décide, bien sûr, je commence à me focaliser sur ce qui est positif et je commence à trouver de l'excitation à chaque fois que je suis face à une nouvelle information. Cette excitation va me permettre effectivement de me donner une chance, de m'inscrire dans ce processus et de trouver ce qui est intéressant pour moi, ce qui me convient, ce qui peut me permettre effectivement d'avancer ou pas dans ce processus pour atteindre un objectif. Et finalement, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, c'est je m'engage complètement dans ce processus de changement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on passe tous par là. Hein, d'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas dire que oui, mais peut-être il y a des gens qui ne passent jamais par ça. Non, on passe tous par là. Mais par contre, entre la dénégation et l'exploration, il faut vraiment qu'on arrive à gérer nos émotions qui nous empêchent, qui vont nous empêcher de passer à cette exploration. Nos émotions peuvent nous créer un blocage, une forte résistance, et parce que c'est un blocage, c'est une forte résistance, vous comprenez parfaitement que ça ne va pas permettre de préparer ou de favoriser cet engagement qui va effectivement nous empêcher de faire beaucoup de choses qui vont être bien sûr bénéfiques pour nous. Donc, soit mon rythme est rapide et donc j'y vais rapidement, soit mon rythme est très lent. Et donc, dans ce cas-là, je peux m'arrêter à un niveau et attendre très, très longtemps avant de passer à un autre niveau. La bonne nouvelle aussi, c'est que je passerai automatiquement à l'autre niveau, mais chacun a son rythme. Il y en a pour qui ça va prendre une semaine, il y en a pour qui ça va prendre une heure, il y en a pour qui ça pourrait prendre 3-4 mois. Et donc ça, c'est nos réactions, c'est par rapport à notre structure émotionnelle et notre capacité ou incapacité de gérer rapidement ces émotions. Alors le blocage, comme j'ai dit, c'est l'émotion. Donc il faut que vous arriviez à trouver ça, c'est-à-dire comment éclairer votre émotion, comment la rationaliser. Donc, rationaliser votre émotion et rendre aussi votre logique un peu émotive. D'accord? Il faut qu'il y ait cet équilibre, ce juste équilibre entre la raison et le cœur. Et donc, trouver un juste équilibre. On ne peut pas vivre son émotion, mais cette émotion doit être notre allié, notre ami. Même quand je sens que j'ai peur, il faut que je dise que j'ai peur parce que je grandis, parce que je mûris, parce que je sens que je suis capable de voir, de contourner la question, de voir des choses que je n'arrivais pas à voir quand j'étais plus jeune. Par exemple, quand on était jeune, on n'avait pas de problème de vouloir sortir et de rentrer par exemple tard toute seule la nuit parce qu'on a envie de marcher, parce qu'on veut sentir grand. Mais aujourd'hui, avec l'âge, à mon âge, des fois, j'ai peur en fait, de tarder la nuit dehors parce que je dis, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'extérieur. Eh bien, tout simplement, ce qui a changé dans l'histoire, c'est que je ne vois plus les choses de la même manière et ce que mon émotion, en fait, ma réaction émotionnelle, elle est liée à une réalité du terrain. Je sais très bien qu'il y a des choses que je ne voyais pas auparavant et donc cette peur vient du fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que je comprends des choses que je ne comprenais pas dans le passé. Et donc, même quand on a cette résistance et cette peur, il faut l'apprivoiser. La peur est une amie
est une grande amie à nous. La peur, c'est une manière de nous dire attention. Maintenant, tu ressens des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Donc, dans ta perception, dans ta carte des réalités, il y a beaucoup d'éléments qui se rajoutent pour le faire. Mais attention, je ne parle pas en fait, de la panique, je parle uniquement de la peur. Parce que la peur, elle est très, très, très bonne émotion parce qu'elle permet effectivement de faire beaucoup de choses. Elle nous protège, elle nous aide, mais il faut qu'on soit amis avec cette peur. Et pour qu'on puisse justement aller loin dans cette transformation, il faut rester focus sur l'objectif. Ça veut dire quoi? Il faut que cet objectif, en fait, fasse l'effet, en fait, ça doit nous attirer, en fait. Cet objectif doit nous attirer, doit nous pousser à être complètement connectés à cette idée-là qui devient de plus en plus lumineuse. Alors, être focus sur l'objectif, ça va nous permettre une autoconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me reconstruire autrement. Je vais faire, j'ai dit tout à l'heure, que transformer. Donc, je vais faire ma propre formation. Et donc, ma propre formation, ce n'est pas les études, c'est la vie qui va avec, c'est les efforts que je vais faire avec. Et donc, c'est une autoconstruction autre de la construction auparavant, parce que je vais intégrer des éléments nouveaux qui vont le mettre en difficulté, qui vont le pousser à se mettre en question pour que je puisse effectivement travailler là-dessus. Une connaissance de moi. Quelles sont les choses qui me font peur? Quelles sont mes croyances? Quels sont les éléments qui continuent encore à me terrifier? Une fois que je vais connaître en fait cet être qui est au fond de moi, le connaître parfaitement, devenir aussi ami avec mon être profond, avec mon enfant intérieur, faire la paix avec beaucoup de choses, tolérer ses faiblesses, lui donner la possibilité de tester, d'échouer, de tomber, de se relever. Là, je vais pouvoir effectivement continuer vers mon objectif. Je ne vais pas arrêter, je vais continuer parce que c'est tout à fait normal que sur un chemin, on peut nous arrêter, on peut tomber, on peut faire beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est de continuer à marcher. Gérer mes émotions parce que quand j'ai un objectif, quelle qu'il soit l'émotion, la visualisation de l'objectif est tellement importante que je vais continuer justement à la voir et donc à vouloir l'atteindre. C'est là où je vais m'inscrire dans une action évolution. L'action évolution, c'est à mon rythme, c'est à mes moyens, mais l'essentiel, c'est de faire un pas, un tout petit, mais c'est un pas vers cette évolution que j'ai envie justement d'opérer. Donc, transformer, c'est prendre d'abord le pouvoir sur soi. Donc, si je veux résumer ce que je viens de dire, c'est je dois d'abord prendre le pouvoir sur moi-même. N'oubliez pas ma phrase que j'adore beaucoup, c'est je ne suis pas esclave des habitudes que que j'ai installées un jour, je veux toujours être le maître. Et donc, rester maître de vous-même pour qu'on puisse avancer. Alors, si on veut transformer, je vais un tout peut vous donner comment peut-on structurer cette transformation. Cette structure-là, on peut la faire sur le plan et personnel et professionnel. C'est pour ne pas négliger aussi le côté professionnel, parce que j'estime qu'il y a pas mal de personnes parmi nous, par exemple, qui peuvent ne pas oser la transformation dans le milieu professionnel. Donc, vous allez avoir les deux éléments. Donc, on peut utiliser dans la vie privée et la vie professionnelle. Je vois juste, je pense qu'il me reste encore 10 petites minutes, c'est ça? Comme ça, pour ne pas… D'accord, très bien, pour ne pas dépasser le temps. Alors, la première étape, c'est mettre en place un dispositif concret et réellement innovant. Ce dispositif, ce n'est pas forcément les grands moyens et toute une stratégie, par exemple, sur le plan de l'entreprise. Ça peut être un petit dispositif, mais il est concret et il est innovant. C'est-à-dire aujourd'hui, je décide de faire le travail autrement. Voilà le nouveau dispositif et il est innovant. Il change de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Soigner l'image et le discours sur la transformation. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je vais travailler, que ce soit sur moi-même ou bien travailler avec une équipe sur une question déterminée, il ne faut surtout pas utiliser des mots qui font peur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types de personnes. En fait, il y a bien sûr
plusieurs types de personnes, mais si je fais appel à la PNL nous dit qu'il y a, en fait, que nous sommes deux types de personnes par rapport tout simplement au changement ou à la stagnation. Il y a des personnes qui sont tournées similitudes et d'autres qui sont tournées différences. Alors, si nous sommes avec des personnes qui aiment la similitude, ça veut dire quoi des personnes qui sont tournées similitude? Ce sont des personnes qui vont faire les choses toujours de la même manière, avoir le même style vestimentaire, acheter les mêmes modèles, voyager au même endroit, passer les vacances dans les mêmes villes 25 ans d'affilée. Ce sont des personnes qui ont besoin de sécuriser leur périmètre pour se sentir bien. Et donc, pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils ont besoin justement de cette sécurité. Et donc, si nous sommes avec un type de personne pareil, il faut vraiment soigner le discours sur la transformation. Dès que vous allez dire qu'il va y avoir changement, ces personnes se sentent en état d'alerte parce que l'émotion est très difficilement gérable dans ce genre de situation. À l'opposé de ces personnes, nous avons des personnes qui sont tournées différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes, dès que vous leur donnez la même tâche à faire un mois d'affilée, c'est bon. Ils vont s'ennuyer, ils vont être dérangés, ils vont demander de changer parce qu'ils ne deviendront plus productifs, parce que les choses se répètent toujours de la même manière. Dans la vie personnelle, vous le constatez, quand on fait des choses constamment, tout le temps de la même manière, il y a des personnes qui s'ennuient rapidement de ça, mais il y a d'autres qui se trouvent tellement à l'aise parce qu'ils font toujours les choses de la même manière. Donc, on choisit le discours en fonction du type de la personne que nous avons en face de nous. Et nous sommes capables de la connaître en l'observant, en voyant comment les choses se présentent, comment la personne se comporte. Manger toujours dans le même restaurant, prendre toujours le même plat, acheter toujours les mêmes couleurs, avoir le même t-shirt de 4 couleurs différentes parce qu'on aime le style. Donc ça nous renseigne sur les personnes qui sont similitudes. Personnes différentes, elles vont toujours chercher ce qui change, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui ne ressemble pas à ce qu'ils connaissent déjà. Et d'ailleurs, ces personnes, si vous leur donnez, si vous leur dites, mais ça ressemble, c'est-à-dire on va changer uniquement ça, mais on va rester sur le même principe. Rien que le fait d'utiliser le mot le même principe, ça va les déranger. Ils vont dire non, 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 ça ne doit pas être le même principe, ça doit être un principe complètement différent. Sinon, on va retomber dans la même histoire. Et donc ici, si on arrive juste à faire la distinction entre les deux, on saura très bien qu'on pourra installer un processus très intéressant pour pouvoir avancer. Inviter les collaborateurs à élaborer le processus de transformation. Ce qui est intéressant dans le changement et dans la transformation, ça peut être un travail d'équipe. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand il s'agit de la vie privée, mais dans la vie privée aussi, c'est pareil. Le jour où j'ai décidé d'aller faire du développement personnel, de commencer à faire du développement personnel, je l'ai fait pour moi. Mais au fait, j'ai parlé à ma famille. J'ai dit à tout le monde, ben, écoutez, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Et je vous demande de bien vouloir m'aider si vous remarquez qu'il y a des changements, de me laisser le temps de m'adapter, de ne pas vous sentir frustré si je réagis d'une manière ou d'une autre, parce que je suis dans une nouvelle phase de ma vie et j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin juste de votre présence, de votre patience pour le faire. Et au fait, juste cette présence, pour moi, était porteuse de beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans la vie privée, c'est-à-dire sensibiliser les gens qui nous entourent, demander de l'aide, demander à quelqu'un de vous aider à faire quelque chose, à installer quelque chose, à vous aider à décoller d'une addiction, à vous permettre d'installer, je ne sais pas, vous voulez faire du sport, demandez à un ami, viens me prendre à chaque fois pour ne pas rater mes séances, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on arrive à avoir ce sentiment de je suis dans une communauté et cette communauté, elle est là aussi pour moi comme je serai là pour elle. Et donc, pourquoi pas ne pas initier tout le monde à ce que je suis en train de vivre. La deuxième étape, c'est s'assurer qu'on dispose d'une marge de liberté réelle. C'est-à-dire, si à la transformation, je dois savoir est-ce que réellement j'ai la liberté de pouvoir faire cette transformation. Est-ce que j'ai une marge de liberté assez importante pour que je le fasse? Parce que ça, c'est très important de savoir. Quand je parle de la liberté, je pense beaucoup plus à tout ce qui est professionnel. Est-ce que j'ai le pouvoir de? Est-ce que je peux prendre des décisions? Est-ce que je peux signer et tout? Dans la vie privée, je peux aussi poser la question, quelle est ma position chez moi?
dans mon foyer? Est-ce que je suis encore l'enfant qui vit chez les parents et je ne sais pas jusqu'à quel point je peux prendre cette décision? Est-ce que je suis le mari ou la femme ou l'enfant, le frère ou la sœur? L'essentiel. Interrogeons notre environnement et il faut savoir quelle est ma position dans la hiérarchie dans laquelle je me retrouve pour que je puisse interroger ma liberté. Donc, la libération, la responsabilisation, l'initiative et l'autonomie. Donc, je dois arriver à ce stade-là pour que je puisse dire, tiens, je suis en train de marcher sur le chemin de l'évolution. Reconnaître le devoir de transgresser et d'oser. Donc, ça ne va pas sans le dire, ça va sans le dire plutôt que transformation, c'est transgression, transgression d'un ordre, transgression d'une habitude, transgression d'un rythme, transgression de beaucoup de choses. Et donc, c'est oser, être un guerrier à un moment donné, ou une guerrière, pour qu'on puisse dire, tiens, je suis là et j'accepte, je joue. Ça ne me fait pas de mal si les gens rejettent ou si les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas grave. Mais j'ai le devoir aussi de transgresser, de choquer. C'est comme dans les séances, par exemple, de coaching où on a, par exemple, un coaché qui arrive dans son confort situationnel et tu le choques, tu lui poses une question un peu difficile ou une remarque un peu frustrante, il te regarde comme ça et tu dis oui, mais mon travail aussi c'est de te perturber parce que si tu n'es pas perturbé, ça marche pas. Le travail ne pourra pas s'installer. Donc la transgression, c'est une garante de la transformation. Donc n'oubliez pas, transgresser pour réussir et pour évoluer. Troisième étape, c'est généraliser à l'issue d'une expérimentation probante les stratégies qui marchent. Bien sûr, quand on teste, il y a des stratégies qui marchent mieux, il y a des stratégies qui marchent moins. Donc, une fois qu'on va comprendre la stratégie qui marche, on va la modéliser, on va la généraliser et on va bien sûr la partager pour que ça puisse aider le maximum de personnes qui nous entourent pour le faire. Pas mal de personnes peuvent vous dire, mais comment vous avez fait pour changer? Mais il faut tout simplement pouvoir leur donner cette expérience, cette quintessence de cette expérience pour leur dire, tiens, ben, voilà ce que j'ai fait pour que je puisse arriver à ce stade-là. Et valoriser les ambassadeurs de la transformation. Par exemple, le cercle de diamants, en fait, vous avez aujourd'hui des ambassadeurs. Quand j'ai entendu Déa me parler la première fois de ça, elle m'a parlé de ça, mais d'une manière extraordinaire. C'est comme s'il est dans une très belle stratégie marketing, en train de vendre un concept extraordinaire, alors qu'elle en parlait tout simplement parce qu'elle était tellement contente d'avoir participé ou de participer constamment pour devenir une ambassadrice de quelque chose qui a permis à beaucoup de personnes de savourer un plaisir incroyable. Donc ça, c'est magnifique. C'est ça. C'est-à-dire, quand on le voit, on va dire, bah, tiens, nous avons des ambassadeurs qui vivent ça et qui vont pouvoir en parler. Maintenant, il faut qu'on les valorise. Il faut qu'on leur dise merci, il faut qu'on leur dise, mais c'est grâce à vous aussi que la transformation peut devenir généralisée et pour qu'on puisse tous, bien évidemment, arriver à ce stade, à cette réalisation. Donc, n'oublions pas, ma vie, c'est mon choix. Ce n'est pas le choix de qui que ce soit. C'est notre choix à nous et non pas le choix de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important. Si vous ne prenez pas ça comme argent comptant, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit parce que votre vie, c'est vraiment votre choix. Et donc, si vous choisissez d'oser, vous allez avancer. Si vous osez rester dans la stagnation, bah, vous osez aussi faire un choix de stagnation et donc pas un choix d'évolution. Donc, pour résumer tout ça, je peux dire que le départ, c'est se connaître, s'aimer. Je m'aime tellement que je n'accepte pas de rester en stagnation. Je m'aime tellement que je n'accepte pas d'être l'esclave de quelque chose que j'ai inventé un jour moi-même. Je m'aime tellement et j'aime tellement mon corps et mon âme que je ne veux pas leur infliger les horreurs d'une vie citadine lourde au quotidien. Donc, je décide moi-même
de transgresser les règles. Je décide moi-même d'aller au-delà d'un ordre établi, d'un confort faussement réconfortant pour que je puisse effectivement évoluer. Et donc, si j'arrive à ce stade-là, je peux dire que j'ai osé effectivement choisir, transformer ma vie pour que je puisse mieux la savourer. Et c'est là, effectivement, où je vais me remercier parce que j'ai pu partir, en fait, d'une chrysalide pour régénérer mon papillon et à chaque fois donner renaissance à un nouveau papillon, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux mourir plusieurs fois, mais pour une meilleure renaissance à chaque fois. Et voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu apporter un petit quelque chose à votre perception. Et bien évidemment, vos questions sont les bienvenues.